Bien, bonjour à tous. Je vous propose de reprendre ce cours consacré donc aux structures linguistiques. La semaine dernière, nous avions vu que la notion de syntagme et l'idée que lorsque nous formons des phrases, nous formons un enchâssement de syntagme, trouvait une certaine réalité dans des études d'IRM fonctionnel. Et cette semaine, nous allons continuer cette exploration de la formation des syntagmes au niveau cérébral en parlant cette fois-ci de la dynamique. Combien de temps il faut? Est-ce qu'on peut mesurer les étapes qui conduisent à la formation de syntagmes dans le cerveau? Alors, je vous rappelle donc qu'on s'était appuyé la semaine dernière très largement sur une étude que nous avions menée au laboratoire, qui avait été menée par Christophe Pallier, Dominique Devauchel et moi-même, où nous manipulions systématiquement la taille des syntagmes qui pouvaient être formés à partir d'une séquence de 12 mots. Donc les sujets voyaient systématiquement une séquence de 12 mots, ou d'ailleurs de pseudomots, et ces mots pouvaient être regroupés en syntagmes de taille plus ou moins grande. Depuis tout en bas ici, la liste dans laquelle on ne peut pas former de groupe de mots, jusqu'à la phrase tout entière qui est évidemment constituée d'un enchâssement. Et nous avions vu que lorsqu'on faisait cette manipulation, un réseau d'aire cérébrale impliqué dans le traitement du langage s'activait de façon systématique, avec donc des régions qui augmentent d'activité à mesure que la taille des syntagmes mis en jeu est de plus en plus grande. Donc c'est ce qu'on voit pour chacune de ces régions ici, en fonction de la taille des syntagmes depuis la liste de mots jusqu'à la phrase de 12 mots. Et nous avions vu aussi qu'un noyau de régions est impliqué dans la formation de ces syntagmes, même s'il n'y a pas de sens, même si les mots à contenu ont été remplacés par des pseudomots formant ce qu'on appelle la condition de Jabberwocky. Alors, cette augmentation d'activation pouvait être expliquée, nous l'avions vu, par des modèles extrêmement simples dans lesquels on suppose qu'à chaque fois qu'on ajoute un mot, on peut l'ajouter à une représentation existante dans le cerveau, et cette addition, en quelque sorte, augmente l'activité cérébrale. C'est une sorte d'accumulation de l'évidence apportée par chacun des mots successifs dans le syntagme. Et si on imagine que c'est à cela que ressemble l'activation cérébrale, eh bien, une fois convoluée avec la fonction hémodynamique, qui est la seule chose que l'on mesure en IRM fonctionnel, eh bien, on observerait des réponses monotones en fonction de la table des syntagmes. Et donc, ça pourrait être une explication pour ces expériences d'IRM fonctionnel. Aujourd'hui, on va essayer d'aller beaucoup plus dans le détail et poser vraiment la question, est-ce qu'on peut voir cette formation des syntaxes se produire dans le temps? Est-ce qu'on peut tester ce modèle? Est-ce qu'on peut caractériser les propriétés dynamiques de la formation de ces syntaxes? Combien de temps est-ce que ça prend? Est-ce que le cerveau va vite ou au contraire avec une certaine lenteur pour constituer des syntagmes? Il faut être clair que ce modèle est tout à fait élémentaire et il est certainement appelé à être remplacé par quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et bien sûr, l'IRM fonctionnel n'est pas un outil idéal pour étudier ce genre de questions. Il est tout à fait certain qu'on devra passer à des méthodes dynamiques. Et dans la deuxième moitié de ce cours, je vous parlerai d'études d'IRM, de magnétoencéphalographie et aussi d'enregistrement intracrânien, électrocorticographie, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Alors, tout de même, l'IRM n'est pas complètement dépourvu d'intérêt dans le domaine de l'analyse de la dynamique des signaux cérébraux, et non seulement l'activité cérébrale augmente en fonction de la taille des syntagmes, comme on peut le voir ici, par exemple dans le sillon temporal supérieur, dans sa partie plus antérieure, mais j'avais attiré votre attention sur le fait qu'on voit aussi un décalage vers la droite, donc un décalage dans le temps, des réponses cérébrales à ces syntagmes. Ce que vous voyez ici, pour bien vous expliquer, ce sont vraiment les mesures moyennes, mais relativement brutes, calées sur le point de départ de la séquence de 12 mots. La séquence de 12 mots dure à peu près 3 secondes. Et vous voyez le signal d'IRM qui est mesuré en plusieurs points. À l'époque, on faisait des mesures toutes les 2 secondes 4. On pourrait maintenant aller nettement plus vite. Et même avec une mesure toutes les 2 secondes 4, on voit bien que le signal met du temps à monter. Donc ce n'est pas le signal neuronal lui-même qu'on mesure, mais c'est bien un signal d'oxygénation du sang. Et la montée ici de l'information est liée à l'augmentation du débit sanguin dans les régions qui travaillent. Donc on voit la montée de l'information. Et puis on voit surtout que les courbes se décalent vers la droite en fonction de la taille des objets qui doivent être construits ici. Alors, sur le plan physique, ce qui a été présenté au sujet, c'est exactement la même chose, 12 mots dans la même durée, donc la durée de tous ces stimuli est identique, elle est ici,
Mais on voit qu'il y a plus d'activation dans la partie tardive de la courbe, comme si l'activité cérébrale dans cette région avait duré d'autant plus longtemps que l'objet à construire était plus grand, jusqu'à une phrase tout entière ici pour la condition la plus élevée. Donc il y a à la fois montée du pic que l'on a rapporté ici, mais aussi décalage vers la droite de l'activation qui suggère qu'il y a un délai temporel. Alors nous avons mis au point des méthodes pour mesurer ce type de délai temporel avec Mariano Sigman, qui est un physicien qui a passé du temps dans le laboratoire comme postdoc. Et il y a une manière relativement simple de procéder, c'est de considérer que comme on a une phrase toutes les 14 secondes ici, eh bien, le signal est quasi périodique, il se comporte un peu comme une sinusoïde, et une sinusoïde que l'on peut donc ajuster avec une fonction sinus, avec une fonction cosinus. Et une fois qu'on l'a ajusté, les poids des fonctions sinus et des fonctions cosinus peuvent être utilisés pour récupérer la phase du signal. Donc on traite ceci comme une fonction quasi périodique dont on extrait la phase. Et la phase nous donne des indications donc, sur le décalage temporel en fonction des conditions expérimentales. Vous voyez qu'ici on a rapporté la phase donc, en secondes, en fonction des différentes conditions. Et vous voyez que dans cette région, aussi bien pour la condition normale qu'un petit peu pour la condition Jabberwocky, il y a un décalage vers la droite des activations, donc un délai temporel. On peut le porter d'une autre manière, puisque c'est une phase, on peut la mettre sur un cercle, et en fonction des conditions, ici vous avez la liste de mots à gauche, et chaque point représente un sujet de l'expérience. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bruit de mesure, c'est pas facile de faire cette mesure de la phase, elle est bruitée, mais elle pointe quand même dans une direction caractéristique, qui est la moyenne qu'on a rapportée ici, moyenne circulaire, hein. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des conditions, cette phase va se décaler, le vecteur ici va tourner, ce qui indique que nous avons un ralentissement considérable de l'ordre de pas loin d'une seconde probablement, hein. On voit ici la différence entre la condition la plus élevée et la condition la plus basse, au moins une seconde de temps supplémentaire lié au fait qu'il y a eu des calculs supplémentaires qui ont été faits dans cette région pour former des syntagmes. Donc on voit déjà une partie de notre conclusion d'aujourd'hui, hein. Le système cérébral prend du temps pour intégrer des mots, peut-être plus d'une seconde ou jusqu'à 2 secondes, et des temps de cet ordre-là sont quand même assez faciles à mesurer en IRM. Alors voilà les réponses de 4 régions clés du réseau. Et on voit ici donc la région que je viens de vous montrer est ici en haut avec son augmentation, mais il y a des augmentations de cette phase pratiquement partout, un petit peu moins dans la région orbitaire frontale ici. On voit aussi que la phase absolue, puisque c'est une mesure absolue du temps, hein, n'est pas la même dans toutes les régions. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. Ça veut dire que certaines régions travaillent plus lentement que les autres. On voit très bien ici que la région temporale que je vous décrivais a des réponses assez rapides. On est aux alentours de 4-5 secondes ici, et que la réponse hémodynamique se décale plutôt nettement vers la droite, avec des phases de plus en plus lentes, et qu'en particulier pour la région orbitaire, on est ici à des réponses de l'ordre de 6 secondes. Et on a l'impression que cette réponse est plus systématiquement au niveau de la fin de la phrase que vers son début. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Eh bien parce que cette propriété a l'air de caractériser à une sorte de grande échelle le traitement dans les aires du langage. Nous avions en fait déjà vu cette propriété lorsque, avec mon épouse, nous avions regardé la phase au niveau maintenant non plus d'une région particulière mais de chaque voxel du cerveau, la phase des réponses à des phrases parlées cette fois-ci. Et nous avions observé un phénomène extrêmement similaire. On peut organiser l'activité cérébrale en fonction de la phase. Donc ici, ce que vous voyez, ce sont en couleur les voxels qui ont une activité phasique, c'est-à-dire qui s'activent lorsqu'on présente une phrase parlée ponctuellement, mais la couleur n'indique pas l'activation, la couleur indique la phase de la réponse, c'est-à-dire le délai moyen d'apparition des activations. Et vous voyez qu'il y a une organisation absolument systématique ici. Les régions qui sont autour du cortex auditif primaire ont les réponses les plus rapides sur cette échelle. Vous voyez qu'on est un petit peu plus lent dans les régions alentours ici, encore plus lent lorsqu'on se déplace dans le sillon temporal supérieur, et vers l'avant comme vers l'arrière ici. Et les réponses de loin les plus lentes sont observées dans les régions frontales. Vous voyez que la région frontale inférieure gauche, d'ailleurs, ici, se divise en plusieurs régions. Et une région dorsale est peut-être celle qui répond le plus rapidement. Ensuite, vous avez des réponses un petit peu plus rapides ventralement et le plus lent peut-être dans la partie qui correspond à l'ère de Brodmann 44.
Donc nous avons une forme de hiérarchie extrêmement simple, simplement liée au fait que certaines régions répondent tout de suite, sont en ligne avec le stimulus auditif, sont les aires auditives primaires, et que plus on s'en éloigne vers l'arrière, vers l'avant, dans la région frontale, plus on a un ralentissement des activations. Évidemment, ce ralentissement recouvre une grande organisation temporelle et c'est résumé ici par une simple phase des opérations qui sont probablement très complexes. Il peut y avoir à la fois un délai et un changement de durée. Aussi bien un délai qu'un changement de durée vont contribuer à ces observations ici. Mais ce que ça suggère, c'est que différentes régions du cerveau sont en quelque sorte accordées à des dimensions temporelles différentes. Et que les régions frontales sont les plus intégratrices, ce sont elles qui sont capables de répondre à des objets de taille temporelle de plus en plus grande. Et j'insiste sur cette propriété parce que nous la voyons aussi chez le petit enfant. Il s'agit ici de bébés de 2 mois. Je vais raconter comment, dans des conditions qui sont quand même assez exceptionnelles, on arrive à Neurospin à passer des enfants de quelques mois. C'est le travail de mon époux, Ghislaine, qui a toute une équipe sur le développement de l'enfant. Et lorsqu'on fait ces mesures, non seulement on trouve que le réseau du langage s'active déjà en réponse à une phrase, mais l'organisation temporelle est déjà présente. Or, ce sont des enfants qui, bien entendu, n'ont pas toutes les étapes mises en place de traitement lexical et traitement syntaxique. Il est probable qu'ils ne comprennent absolument pas le signal. Mais il semble que le cerveau est déjà en train de traiter ce signal de parole à différentes échelles temporelles. Et donc, vous voyez très bien ici, comme chez l'adulte, des réponses rapides au niveau des régions proches du cortex auditif primaire et des réponses de plus en plus lentes à mesure qu'on va vers l'avant du lobe temporal, ou vers la région temporale moyenne, ou vers l'arrière du lobe temporal ici, et plutôt dans la région du gyrus angulaire, et vous avez les réponses les plus lentes possibles dans la région frontale inférieure gauche ici. C'est beaucoup plus approximatif chez l'enfant, hein. La tête est plus petite, les mouvements nous empêchent d'avoir des mesures extrêmement précises, mais l'organisation est là. Et ce que ça signifie, c'est que vraisemblablement, le cerveau du bébé est déjà en train d'analyser ce signal de parole à des échelles temporelles différentes. Certaines régions examinent le flux de phonèmes et vont regarder vraiment à une échelle temporelle très fine. Et plus on s'éloigne de l'aire auditive primaire, plus l'analyse a l'air de se produire de façon intégratrice en prenant en compte le contexte de ce qu'on entend, le contexte des mots précédents. On peut comparer directement, comme il s'agit d'une phase qui est mesurée, qu'on peut transformer en secondes ici, et qui est mesurée donc de façon tout à fait objective avec l'IRM fonctionnel, on peut comparer les réponses hémodynamiques des bébés et des adultes sur la même échelle. Donc ici, on a mis la même échelle de couleurs pour comparer les deux types de réponses. Et vous voyez une chose qui est tout à fait caractéristique de la cognition chez le petit enfant, c'est que les réponses sont plus lentes, toutes choses égales par ailleurs, chez le bébé que chez l'adulte. Donc on voit par exemple dans la région de Broca, ici, vous avez des couleurs vertes qui nous indiquent qu'on est plus à droite sur l'échelle, alors que chez l'adulte, on est plutôt dans les jaunes. Vous voyez. Donc il y a un traitement qui est encore plus lent chez le bébé que chez l'adulte. On en avait parlé lorsque j'avais parlé de l'accès à la conscience et du fait qu'on avait des mesures qui étaient parfois 3 fois plus lentes au niveau des potentiels évoqués chez le bébé que chez l'adulte. Donc il ne faut pas être surpris du fait que cette interaction soit plus lente chez le bébé que chez l'adulte. Il n'est d'ailleurs pas toujours facile de faire la part des choses entre une réponse hémodynamique, qui est peut-être elle-même un petit peu lente, et une réponse cérébrale qui est ralentie. Les EEG permettent de montrer clairement que c'est la réponse cérébrale qui est surtout ralentie. Vous voyez qu'ici, la hiérarchie existe. Donc si vous regardez surtout les couleurs chaudes, puisque ça correspond aux réponses positives, les réponses en bleu ici, au niveau des cortex occipitaux et occipitotemporaux, correspondent à des réponses négatives, donc elles apparaissent avec des phases très différentes. Mais les réponses positives, qui sont dans cette bande de phases ici, sont clairement organisées avec des choses les plus rapides au niveau du cortex auditif ici, et puis ensuite des réponses de plus en plus lentes. Alors cette notion d'une organisation hiérarchique des fenêtres temporelles d'analyse du système, elle est présente dans des recherches récentes. Ici, vous avez une méta-analyse de Rauschecker et collaborateurs. Rauschecker s'intéresse à l'organisation du système auditif. Et dans cet article de PNAS, il fait une revue et une méta-analyse des coordonnées de très nombreuses études d'activation cérébrale qui, certaines ont porté sur le niveau du phonème, d'autres ont porté sur le niveau du mot et d'autres ont porté sur le niveau de la phrase ou en tout cas du syntagme. Et donc vous voyez à gauche les pics d'activation et à droite une sorte de regroupement de ces pics avec un lissage qui est fait. C'est une analyse automatique qui existe maintenant. C'est une analyse qui est limitée parce qu'elle ne s'intéresse qu'aux pics
d'activation qui ont été publiées. En général, et c'est dommage, dans notre domaine, on publie dans un article les coordonnées des pics d'activation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activation d'une étendue plus ou moins variable. Mais tout ce qu'ils ont ici, c'est les pics. Donc ils les rapportent sur ces images et ensuite, vous voyez, une sorte de lissage. Donc on voit très bien qu'au niveau du phonème, les activations ont tendance à se concentrer dans les régions auditives ou périauditives. Il y a un peu d'avancée de cette activation et un peu plus d'activation des régions frontales inférieures gauche ici pour le traitement du mot, et encore plus, et on envahit le lobe temporal pour le niveau de la phrase. Rien de très surprenant, hein, ça correspond à ce que je vous ai montré dans les cours précédents, mais l'idée donc d'une sorte de hiérarchie de niveau d'organisation temporelle. Et ceci est encore mis en évidence de façon beaucoup plus claire dans un très joli travail de Uri Hasson et collaborateurs. Je vous avais parlé des travaux de Uri Hasson qui a une méthode d'analyse extrêmement originale. Il regarde quelles sont les régions du cerveau qui sont synchronisées, qui ont un profil d'activation identique entre deux personnes. Donc on va scanner deux personnes avec le même stimulus. Au départ, c'était un film, le bon, la brute et le truand. Et on va regarder pour chaque voxel du cerveau quel est le profil d'activité en fonction du temps de ce voxel chez la personne A, chez la personne B. Et on va regarder s'il existe une corrélation entre les deux. S'il existe une corrélation, ça veut dire que le film, chez les deux personnes, excite des régions similaires au même moment. Voyez. Et par exemple, les aires des visages, c'est tout à fait évident, vont s'activer au même moment dès qu'il y a un visage dans le film. Donc on va pouvoir identifier comme ça quelles sont les régions du cerveau qui sont concernées par différents niveaux d'analyse du stimulus. C'est intéressant de savoir que lorsqu'on regarde un film, ou probablement en ce moment, lorsque vous regardez tous la même diapositive et le même cours, eh bien vos cerveaux, bien sûr, sont partiellement synchronisés dans certaines régions, en tout cas je l'espère. C'est peut-être un test. Donc, vous écoutez une histoire dans cet article, dans cette version de l'analyse de Uri Hasson, vous écoutez une histoire dans l'IRM, une histoire de 7 minutes qui se déroule, et on va regarder quels voxels sont corrélés d'un sujet à l'autre. C'est ceci qu'on rapporte dans ces images. Donc, ça n'est plus l'activation, c'est la corrélation d'activation, autrement dit la reproductibilité d'un sujet à l'autre. Mais dans cette analyse, il regarde les propriétés temporelles de ces réponses, et donc ils vont présenter soit l'histoire complète, 7 minutes, ça raconte une histoire, les phrases sont cohérentes entre elles, soit ils vont commencer à décomposer ce signal, et on va donc soit mélanger les paragraphes, c'est la condition qui est en bleu, soit mélanger les phrases, c'est en vert ici, soit mélanger au niveau des mots. Alors on identifie les frontières entre les mots et on mélange tout ça par ordinateur, ça crée une espèce de salade de mots, et enfin, on va créer un stimulus à l'envers, donc on va jouer la bande magnétique, si on peut dire, à l'envers, jouer le signal à l'envers, ce qui fait qu'on ne reconnaît absolument plus rien. Les phonèmes sont eux-mêmes légèrement détériorés. Les voyelles, par contre, restent dans ce type de signal. Alors, ce qui vous est marqué ici, c'est dans cet ordre donc hiérarchique, quelles régions restent synchronisées. On voit bien que lorsqu'on présente le langage à l'envers, on synchronise les régions auditives et périauditives ici. Donc ces régions sont encore capables de faire leur traitement, mais le traitement ne va pas plus loin. Les autres régions du cerveau n'ont pas un traitement déterminé par le stimulus. Dès qu'on rajoute des mots, c'est-à-dire qu'on fait le mélange, mais on préserve les mots dans le signal, eh bien on a un petit peu d'extension de ces régions. Vous voyez que les aires en jaune ici arrivent à se synchroniser lorsque les mots sont présents dans le signal. Donc on va un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière ici. Lorsqu'on préserve les phrases, mais que par ailleurs toute l'histoire est devenue impossible à comprendre, eh bien là, l'activation augmente considérablement, à la fois vers l'arrière du lobe temporal, ici, un petit peu vers l'avant. Alors, je dois dire que je soupçonne fortement cette étude d'avoir complètement négligé la partie antérieure des lobes temporaux. Vous savez que ce sont des régions qui sont difficiles à scanner. On peut très facilement perdre le signal dans ces régions parce qu'on est proche du conduit auditif qui crée des artefacts. Je pense que ça n'est pas normal qu'il n'y ait pas une extension en avant ici, comme dans toutes les autres études où le pôle temporal joue un rôle intégrateur tout à fait clair. Mais si on ne fait pas attention, on peut facilement perdre cette région en IRM fonctionnel. Mais par contre, vous voyez que la condition verte ici synchronise aussi énormément de régions du lobe frontal, particulièrement à gauche, un petit peu à droite aussi, enfin assez fortement même. Et vous voyez que lorsqu'on va au niveau du paragraphe, on augmente encore ces activations dans le lobe frontal et surtout on envahit des régions ici, des régions pariétales et des régions pariétales mésiales, du précuneus, des régions frontales mésiales. Donc plus la taille de l'objet qui est préservé dans le signal est grande, la taille temporelle, la durée,
plus ces activations s'étendent vers des régions supplémentaires qui sont capables, en quelque sorte, d'analyser le signal à des échelles temporelles de plus en plus grandes. C'est évident que lorsqu'on écoute une histoire, il doit y avoir dans le cerveau des structures qui accumulent l'information, même au-delà du niveau de la phrase. Donc il y a des propriétés temporelles évidentes de capacité de maintenir le contexte et d'interpréter les nouveaux éléments dans le cadre de ce contexte temporel. Eh bien, il semble que ce soit fait par les régions qui sont en bleu ici. Alors, comme nous, donc, les auteurs ici trouvent une hiérarchie de fenêtres temporelles en IRM fonctionnel, avec, on voit très bien ici, dans le cortex auditif primaire, une synchronisation des sujets entre eux qui est strictement constante, quel que soit le stimulus, qu'il s'agisse de stimuli en marche arrière, backwards ici, des mots isolés, des phrases, des paragraphes, ou de l'histoire tout entière, c'est full story ici, FS. Vous voyez que le cortex auditif n'en a cure, il est en ligne avec les stimulations et tout le monde se synchronise de la même manière. Par contre, dès qu'on avance, plutôt qu'on s'éloigne vers l'arrière, vers le lobe pariétal ici, eh bien on voit ces propriétés changer. Dans cette région intermédiaire, il suffit de présenter des mots pour qu'on commence à avoir une synchronisation, et surtout avec les phrases. Dans ces régions plus avancées, ici, il faut vraiment présenter soit la phrase tout entière, soit même un paragraphe tout entier pour que ces régions se synchronisent d'un sujet à l'autre. Et même chose, ici, c'est très net, dans le cortex frontal médial, il faut présenter l'histoire entière pour que quelque chose se passe, pour qu'on intègre sans doute les personnages de l'histoire. Et ici, Précuneus répond fortement dès qu'il y a des paragraphes entiers de l'histoire. Donc cette hiérarchie est intéressante parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de double hiérarchie, à la fois des réponses de plus en plus lentes et des réponses qui sont lentes parce que, sans doute, elles répondent à un contexte temporel de plus en plus grand. On ne peut répondre à l'échelle de la phrase que si on attend la fin de la phrase, bien entendu. Donc on peut comprendre qu'il y a une coïncidence entre la lenteur de la réponse, telle qu'on l'a mesurée avec nos phases, et la taille de l'objet auquel ces régions répondent. Alors, question, ce traitement peut-il être accéléré? Est-ce qu'il y a une sorte de traitement intrinsèquement lent ou bien est-ce qu'on peut le faire aller beaucoup plus vite? Alors, nous avons fait une expérience amusante et intéressante sur la compression de la parole pour tester les limites du traitement des phrases. La compression de la parole, c'est une technique qui permet d'accélérer la présentation d'un signal auditif sans changer les propriétés spectrales. Et que normalement, si vous faites tourner le disque plus vite sur un tourne-disque, non seulement le signal va plus vite, mais le son devient plus aigu et donne une voix un petit peu bizarre. Mais par informatique, maintenant, on a des algorithmes extrêmement bons pour comprimer la parole sans en changer les caractéristiques spectrales, donc sans que le son devienne plus aigu. Et nous avons fait cette expérience donc pour tester les limites du système de compréhension de parole, à la fois d'ailleurs dans le domaine auditif, où je vais vous faire écouter des stimuli, mais aussi dans le domaine visuel, puisqu'on peut flasher les mots un par un, avec cette technique qui s'appelle RSVP, Rapid Serial Visual Presentation. On peut présenter les mots un par un, et là, bien sûr, on peut les accélérer à toute vitesse. Alors, une petite démonstration de ce que ça donne en auditif. On a fait écouter au sujet dans l'IRM des phrases à vitesse normale, relativement rapide déjà, mais prononcées normalement par un locuteur à vitesse agréable. Le chanteur du groupe de rock a envoûté les filles du facteur. Vous voyez que le contenu n'est pas toujours phénoménal, hein. Ce n'est pas du Proust. Alors, on accélère maintenant à 80%. Je pense que vous n'avez pas de mal à comprendre cette histoire accélérée. Elle est déjà pourtant plus rapide que ce qu'il est facile de produire. À 60%, ça va très vite. Le site de vente en ligne est bien devenu Confidel. Le site de vente en ligne est bien devenu Confidel. Ça va, vous avez compris? Je crois que c'est plutôt oui. Alors 40%. Ah. Alors, écoutez bien parce qu'avec un peu de répétition, on peut y arriver. Je fredonne toute la journée des airs d'opéra car j'aime la musique. Bien. On voit que les conditions d'écoute ne sont peut-être pas non plus optimales. Et la dernière condition, 20%. Là, c'est un peu plus dur. Alors, l'expérience comportementale consiste, on peut faire plusieurs choses, mais ici, nous avons simplement demandé au sujet quelle était l'intelligibilité des phrases. Donc, un rapport subjectif, est-ce que vous avez compris, sur une échelle de 1 à 4. Et vous voyez que les résultats sont extrêmement caractéristiques. À 100%, évidemment, les sujets comprennent tout. Ça se dégrade très très peu
et notamment dans la modalité auditive, essentiellement pas du tout lorsqu'on comprime jusqu'à 60%. Donc on peut tout à fait entraîner son cerveau à continuer à comprendre des phrases de quelques mots comme ça à 60% de compression, hein. Au moins du point de vue de l'intelligibilité subjective. On n'a pas l'impression de perdre des mots. Et tout s'effondre aux alentours de 40%. Ouais. Alors à 40%, il y a une certaine variabilité. Et cette variabilité fait que certaines fois on comprend les phrases et d'autres fois on ne les comprend pas. Il faut savoir aussi qu'il y a une adaptation, donc il vaut mieux écouter plusieurs de ces phrases de suite et on finit par s'adapter au taux de parole qui est proposé ici. Donc nous allons présenter par petits groupes de phrases. Alors ceci nous permet de faire une expérience pour savoir pourquoi il y a un effondrement de la compréhension ici. Qu'est-ce qui cause cet effondrement ? Vous voyez que ce n'est pas si rapide que ça. On est aux alentours de 100 millisecondes par mot ici. 100 millisecondes par mot, c'est finalement un débit assez lent du point de vue du système visuel. On est tout à fait capable de reconnaître 10 images par seconde. Le traitement visuel lui-même n'est pas affecté par un rythme de ce type. Le masquage visuel commence aux alentours de 50 millisecondes, le seuil de conscience. Donc on a l'impression que c'est un ralentissement d'une autre nature qu'un ralentissement perceptif qui est en jeu ici. C'est ça que nous avions voulu tester. Alors, que donne l'IRM fonctionnelle ? Eh bien, la première chose qu'elle montre de façon très claire, c'est que dans les aires auditives et visuelles primaires et autour de ces régions primaires, l'activation est tout simplement proportionnelle à la durée de stimulation. C'est très facile à comprendre. Donc, vous voyez ici cette région de Eschel, la région auditive primaire. Vous avez une activation à travers nos 5 conditions de compression ici, qui est de plus en plus lente. C'est ce que reflètent les couleurs ici, depuis la compression 20% jusqu'à la compression 100%. Hein, donc 100% c'est le signal original de départ et 20% c'est très accéléré. Vous voyez qu'on a une sorte de linéarité de la durée de la réponse en IRM en fonction de la durée des stimuli. Et pratiquement pas de réponse dans cette aire auditive lorsqu'on présente des stimuli visuels. Même chose en miroir dans les régions occipitales, visuelles, elles répondent fortement à la phrase présentée visuellement avec un ralentissement qui est essentiellement proportionnel à la durée. Donc, essentiellement, ces régions travaillent en ligne. Dès qu'il y a un stimulus qui est présent dans la modalité qu'elles préfèrent, ces régions vont travailler pour la durée du stimulus. Très intéressant de voir que ça n'est pas le cas dans les aires du langage qui nous intéressent depuis le début de ce cours. Vous voyez qu'ici, tout au long du sillon temporal supérieur et dans la région frontale inférieure gauche, vous avez des réponses qui sont très très différentes. Peut-être le plus simple, c'est de regarder celle-ci dans le STS postérieur ici. Première chose qui est très différente, elles sont bimodales. Elles vont s'activer pratiquement à l'identique que la phrase soit présentée de façon visuelle ou qu'elle soit présentée de façon auditive. Donc elles intègrent des informations, elles sont capables de prendre des informations visuelles et auditives. Mais deuxième caractéristique temporelle, vous voyez que le signal ne bouge pratiquement pas alors qu'on est en train d'accélérer la phrase jusqu'à 40%. Et puis il y a un effondrement complet de l'activation aux alentours de entre 40 et 20%. C'est le même genre de résultat pour le ASTS et dans une certaine mesure pour les régions frontales inférieures gauche, je vais y revenir dans un instant. Vous voyez que ces régions ont l'air d'avoir une rigidité temporelle, elles ne s'accélèrent pas, pratiquement pas, et elles résistent très largement à l'accélération, sans pour autant accélérer leur réponse, et d'un seul coup, elles s'effondrent. Donc bimodal et variant très peu avec le taux de compression jusqu'à un seuil d'effondrement. Alors ce seuil de 40%, je vous ai dit qu'il y avait une fluctuation, et c'est intéressant de voir que ces fluctuations dans l'intelligibilité se reflètent directement dans l'activité de ces régions, au moins dans le lobe temporal ici. Toutes les régions en jaune et en orange sont des régions où il y a une modulation par l'intelligibilité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des phrases qui sont comprimées à 40%, celles qui sont jugées comprises par les sujets conduisent à plus d'activation, celles qui sont jugées incomprises conduisent à moins d'activation. Donc il y a vraiment une corrélation avec l'intelligibilité ici et les variations subjectives d'intelligibilité. Il y a un troisième groupe de régions qui montre un comportement encore plus paradoxal, mais on va l'expliquer par la suite. Vous voyez qu'ici, alors qu'on raccourcit les phrases, en passant de la condition rouge à la condition orange, jaune, vert, on raccourcit les phrases, on a de plus en plus d'activité. Plus on accélère, plus on a d'activité. Alors ça, c'est incompatible avec l'idée de régions qui sont simplement gouvernées par le stimulus et qui le traitent de plus en plus rapidement à mesure que le stimulus est court. C'est exactement le contraire qui se produit. Plus le stimulus est court, plus ces régions doivent travailler et doivent travailler longtemps. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, vous voyez que je ne vous ai pas détaillé, mais ces régions sont dans l'insula antérieure, qui est une région associée à l'effort cognitif, dans les régions prémotrices,
dans la pré-SMA et le cortex singulaire antérieur et dans la région frontale inférieure gauche, mais relativement en avant. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réfléchissant à ces résultats, nous avons proposé un modèle extrêmement simple de ce qui pourrait être à l'origine de ces activations ici. L'idée est très simple, c'est qu'il y a des entrées sensorielles, évidemment, visuelles et auditives, dans des cortex spécialisés, mais il y aurait une sorte de mémoire tampon dans le système lorsqu'on accélère trop la présentation des mots. Et les régions qui nous intéressent, qui sont capables d'intégrer les mots dans des syntagmes, formeraient une sorte de goulot d'étranglement temporel qui n'est pas capable en fait d'être accéléré. Donc, si nous résistons à l'accélération, ce n'est pas parce que l'ensemble des traitements des aires du langage s'accélère, mais c'est parce que nous disposons d'une mémoire tampon qui est capable d'accumuler les mots de façon temporaire et ensuite de les intégrer à son propre rythme. Il y aurait donc un accès sélectif à cette mémoire tampon et le rythme ici est imposé non pas par le stimulus, mais par le rythme intrinsèque de traitement de ces aires du langage. Vous voyez que si la phrase va lentement, qu'est-ce qui va se passer? Si la phrase va très lentement, eh bien, les mots vont être traités au niveau des aires auditives et pratiquement la mémoire tampon ne va pas être utilisée. Chaque mot va pouvoir être intégré très rapidement dans la structure. Bon, certaines structures vont demander d'attendre un petit peu. Si je dis la très grande voiture, quand j'ai dit la très, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Vous pouvez anticiper un adjectif, vous pouvez anticiper un nom, mais vous ne pouvez pas les intégrer encore dans la structure. Donc il est possible qu'une mémoire tampon joue un rôle de façon rapide, transient. Mais la plupart du temps, on est capable d'intégrer ces mots. Et la vitesse du traitement, à vitesse lente, va être limitée par les entrées. Mais si on accélère, eh bien, le buffer va commencer à se remplir. Et c'est cette fois-ci la vitesse de traitement tardive, la vitesse de traitement au sein des aires de langage, qui va déterminer la vitesse de l'ensemble. C'est la durée intrinsèque d'intégration des mots qui va déterminer la vitesse de traitement de la phrase. Donc c'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Ça rappelle, dans le domaine du langage, des expériences dont je vous avais parlé auparavant, de clignement attentionnel ou de période psychologique réfractaire, psychological refractory period, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas toujours capable de traiter tous les éléments qu'il reçoit à un rythme extrêmement rapide. Et alors évidemment, si on va trop vite, le buffer va se remplir et soit ce buffer a une taille limitée et ne va pas être capable de stocker tous les mots, soit peut-être de façon plus plausible, on ne va pas être capable de retrouver à l'intérieur de ce buffer quel est le mot approprié pour la suite de la phrase. Donc à ce moment-là, le traitement va s'effondrer complètement et on va avoir très peu d'activation ici. Donc ce qui peut se passer dans ce buffer est peut-être de cet ordre-là. C'est une des figures qu'on avait proposées dans l'article, avec que chaque mot qui rentre, the girl sleeps quietly, va créer une activation et une décroissance progressive dans le buffer. Un buffer, on suppose, s'écrouler exponentiellement. Bon, si ça va lentement, il y a un mot à la fois qui est dans le buffer, qui domine, et ce mot-là peut être traité immédiatement, accédé et intégré au niveau de la phrase. Maintenant, si ça va trop vite, si c'est « The girl sleeps quietly on the red sofa », vous voyez que tous ces mots vont créer des activations dans le buffer, et la difficulté pour le système d'intégration des phrases, ça va être de récupérer le mot, puis le mot approprié. Mais vous voyez qu'à ce moment-ci, il y a déjà 3 mots qui attendent dans le buffer, et celui qu'on doit récupérer, c'est celui qui est le plus ancien. Donc celui qui est le plus ancien, c'est celui qui a la plus faible activation. Donc la difficulté est au moins autant de stocker ces mots que de les récupérer pour pouvoir accéder aux mots appropriés qui continuent la phrase. Et si ça va vraiment trop vite, nous pensons que c'est cette étape qui est impossible et essentiellement le traitement du haut s'arrête parce qu'on n'est pas capable de savoir quel est le mot suivant dans la phrase. Même s'ils ont été identifiés correctement, même si la vitesse peut être suffisante dans les aires sensorielles pour identifier correctement les mots. Donc, vous voyez que si on a raison, il y a vraiment un système central qui est lent, qui a son rythme intrinsèque, qui peut être accéléré un petit peu, mais pas au-delà d'une certaine limite, qui est quand même assez rigide. Hein. Et donc, on peut accélérer en périphérie, mais à ce moment-là, on a une difficulté de mémoire et d'accès à la mémoire qui est augmentée. Alors, comment on explique les activations cérébrales? C'est extrêmement simple. Hein. Donc, vous avez des aires sensorielles, comme je vous ai montré au début, qui sont simplement sensibles à cet aspect de l'entrée, donc dont l'activation est proportionnelle à la durée. Vous avez des aires qui sont associées au buffer, et c'est celles-là qui vont avoir une activation qui augmente quand on accélère la phrase. Plus on accélère la phrase, plus il va y avoir de mots entassés dans ce buffer, et donc plus l'activation va augmenter. Et ça va être aussi une augmentation dans des régions qui sont impliquées dans l'effort pour accéder à ce buffer, pour savoir quel est le mot suivant de la phrase.
Toutes ces régions-là vont montrer une augmentation progressive et nous avons montré que si on simule une version élémentaire de ce modèle, on peut vraiment reproduire ces courbes, y compris leur dynamique. Que ces courbes sont tardives parce qu'au départ, le buffer va être vide et c'est seulement vers la fin de la phrase que le buffer va être plein et qu'on va avoir cet effort cognitif considérable à 40% ou à 60%. Au passage, ces activations vous montrent bien qu'on ne peut pas forcément accélérer la lecture ou la visualisation d'une vidéo ou l'écoute d'une conférence. Je sais qu'on peut accélérer un petit peu. Je sais que certains d'entre vous écoutent les conférences du Collège de France à 50% de taux de compression. Pourquoi pas? Mais il y a effectivement un effort cognitif supérieur et le risque de rater certains des mots dans ce fameux buffer. Et donc les troisièmes régions, le troisième type de régions, vont être des régions qui sont sensibles à la partie d'intégration des mots dans une structure plus grande, un syntagme, une structure de phrase, une histoire complète. Et toutes ces régions vont être limitées par une vitesse de traitement intrinsèque et donc ne vont pas pouvoir être accélérées, ou très peu. Et si on va au-delà de la vitesse limite, eh bien, ça, on ne va pas observer quelque chose de continu, on va observer un effondrement discret, total, de la capacité d'intégration dans les phrases. Donc avec ce modèle, on pouvait rendre compte de ces trois types de phrases. Je vous remets ici les régions qui ont été identifiées dans cette étude. C'est extrêmement intéressant de voir que l'on peut uniquement sur la base de propriétés temporelles décomposer le système du langage. On distingue très bien donc d'abord des régions qui sont linéaires en fonction de la durée, donc c'est un contraste linéaire qu'on a utilisé ici. Vous voyez qu'on voit les régions auditives lorsque le stimulus est auditif, donc en couleur rouge ici, ce sont les réponses plus auditives que visuelles, et en vert, plus visuelles que auditives, et en bleu, les régions communes. Et que là, on n'a que des régions spécialisées, auditives ou visuelles. Si maintenant on cherche les régions qui s'effondrent pour 20%, mais qui restent maintenues jusqu'à 40%, vous voyez qu'on trouve toutes ces régions du langage qui nous intéressent depuis le départ de ce cours, toutes les régions du sillon temporal supérieur, de la région frontale inférieure gauche, jusqu'à une région plus dorsale ici. Et une partie de ces régions sont sensibles à la modalité, mais la plupart sont des régions intégratrices qui sont amodales, qui répondent de la même manière, quelle que soit la modalité. Et puis vous avez ce troisième type de régions qui montent une montée suivie d'un effondrement de l'activation, donc qui ont un pic intermédiaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent des autres régions. Et vous voyez qu'ici, on est vraiment dans des régions frontales, très antérieures, qui pourraient jouer un rôle dans ce buffer et dans le contrôle du buffer. Buffer qui est peut-être articulatoire, phonologique, on ne sait pas quel est le format. Il peut y avoir plusieurs types de buffers dans le cerveau, mais des régions qui mettent en attente le signal. Donc, conclusion, les aires du langage ne peuvent guère accélérer leur traitement. Il y a une limite, il y a vraiment une temporalité intrinsèque assez lente, peut-être de l'ordre d'une centaine ou de 200 millisecondes par mot, et ce réseau semble posséder une dynamique intrinsèque qui est donc incompressible au-delà d'un certain point. Alors, toutes ces études menées en IRM fonctionnel sont intéressantes. Vous voyez que l'IRM fonctionnel n'est pas dépourvu d'une résolution temporelle. Néanmoins, la voie royale pour regarder la dynamique, c'est quand même de regarder la neurophysiologie. Et dans la deuxième moitié donc, de ce cours, je voudrais vous parler des études d'électrophysiologie, de magnétoencéphalographie, qui, en principe, sont sensibles à l'échelle de la milliseconde à l'activité neuronale elle-même. Vous savez qu'avec ce type d'appareil, on mesure les champs magnétiques issus du cerveau. La propagation du champ magnétique est essentiellement instantanée, très peu affectée par la présence de la boîte crânienne, et donc on mesure des signaux cérébraux qui reflètent directement ce qui est en train de se passer à un instant donné dans le traitement de la phrase. Alors, est-ce qu'on peut suivre en temps réel la construction d'une phrase avec la magnétoencéphalographie? Il y a encore beaucoup trop peu d'études de ce sujet, mais il y en a quelques-unes qui, vous le verrez, sont extrêmement intrigantes et suggèrent qu'il y a beaucoup de structures. Alors, la première étude, c'est celle de Bastiansen et collaborateurs en 2010, qui ont donc présenté une série de mots écrits, toujours cette technique de RSVP qui est formidable parce qu'on peut présenter des mots séquentiellement en contrôlant parfaitement la durée et le temps d'exposition. Et ces mots forment soit une liste, soit une phrase, avec parfois des violations syntaxiques. Donc vous avez trois conditions. Vous avez la condition de phrase complète, correcte. Voilà, ce sont des phrases qui sont en hollandais ici, mais qui sont traduites en anglais. Vous avez ensuite des listes de mots, comme on a l'habitude de le faire, donc tous les mots ont été mélangés. Et vous avez entre les deux une condition dans laquelle il y a une violation de la catégorie syntaxique d'un des mots. Donc, au lieu de présenter un nom, on présente un verbe
au moment où on devrait s'attendre à recevoir un nom ou vice-versa. Donc vous avez une violation syntaxique qui se produit au milieu d'une phrase qui normalement pourrait être intégrée. Eh bien, les auteurs montrent que la magnétoencéphalographie est capable de suivre le processus d'intégration. Et il y a beaucoup de résultats dans cet article qui est quand même assez complexe, hein, mais je vous montre juste une diapositive qui montre un phénomène assez simple. C'est dans le domaine des fréquences, on voit une accumulation de puissance progressive à mesure que les différents mots peuvent être intégrés et un effondrement de cette intégration lorsqu'il y a une anomalie syntaxique. Donc, vous voyez, ici, on est à la fois dans la bande θ pour la partie gauche de l'image et dans la bande bêta inférieure qui est entre 13 et 18 Hz. La partie haute de l'image vous montre un exemple de capteur ici qui, en fonction du temps, vous montre donc les bandes de puissance. C'est une transformée en temps-fréquence ici dans lequel on voit la puissance évoquée dans différentes bandes de fréquence en fonction du temps. Vous voyez très bien que dans la bande θ ici, en bas de l'image, on voit pratiquement chaque mot de la phrase, mais on voit surtout que la puissance augmente progressivement au fur et à mesure que la phrase se déroule. Et cette augmentation n'a pas l'air d'être présente dans les conditions dans lesquelles il y a une liste de mots qui est présentée et moins présente dans la condition dans laquelle il y a une violation syntaxique. Si on regarde en détail, vous voyez qu'on voit nettement l'évolution de la puissance dans cette bande de fréquence θ. Elle augmente, et puis dès qu'il y a une violation syntaxique, elle s'arrête. Voilà. Les violations syntaxiques surviennent dans la fenêtre en gris ici. Il faudrait réaligner les données autour de la violation syntaxique pour le voir mieux, hein, ce qu'ils font dans l'article. Mais je crois que c'est tout à fait clair quand même qu'il y a quelque chose qui s'accumule dans le cerveau à mesure qu'on entend, ici qu'on lit les différents mots d'une phrase, et tant qu'on est capable de les lier entre eux, le signal monte. Quand on n'est plus capable de les lier entre eux, le signal s'écroule. Même chose ici, et peut-être de façon encore plus nette, dans cette bande de fréquence bêta, où il y a que certains capteurs ne montrent pratiquement que l'effet bêta, dans une bande relativement étroite ici. Dans d'autres régions, on voit vraiment des effets multibandes. Il suggère que ça n'est pas restreint à une bande de fréquence particulière. Tout ceci demande à être analysé. Il y a énormément de travail à faire pour comprendre mieux le rôle de ces différentes bandes de fréquences dans l'évolution du signal de langage ici. Alors, nous avons essayé de faire des études similaires au laboratoire avec le dessin expérimental que nous avions de Christophe Pallier. Et donc, avec Masaki Maruyama, nous avons mené une étude qui n'est pas publiée, mais que je voudrais vous montrer, qui utilise la magnétoencéphalographie en combinaison avec cette structure de séquences de 12 mots qui peuvent former soit des listes, soit des groupes de 2, soit des groupes de 3, soit des groupes de 4, et jusqu'à une phrase de 12 mots. Et la magnétoencéphalographie nous montre très clairement l'évolution des réponses à chacun des mots, et que les mots du début de la phrase créent une forte activation, et plus on avance, plus on a des activations de plus en plus petites. Bon, on était un peu surpris par ce phénomène ici, mais surtout, on peut quand même observer au-dessus de l'hémisphère gauche des activations monotones en fonction de la structure qui a été présentée au sujet. Ici, c'est une analyse qui est menée sur l'ensemble de cette fenêtre temporelle, mais la seule différence qu'on est capable d'observer, c'est tout à fait à la fin de la phrase, ici, après les 12 mots. Vous voyez qu'il y a une organisation essentiellement monotone de l'activation en fonction des conditions expérimentales, depuis la liste de mots jusqu'à la phrase de 12 mots, et ceci clairement concentré autour de l'hémisphère gauche. Bon. Ce que nous pensons, c'est que nous voyons la fin du processus, mais dans cette expérience, nous n'avons peut-être pas la sensibilité pour être capable de voir les étapes intermédiaires de ce processus. Mais au moins, la fin des processus est claire. Dans les potentiels évoqués, en magnétoencéphalographie, il y a un reflet de l'organisation hiérarchique de ces phrases. Alors, on peut aussi regarder exactement comme dans le travail de Bastiansen, dans le domaine temps-fréquence. Donc, cette fois-ci, on applique une transformée en ondelette qui permet d'extraire la puissance dans des différentes bandes de fréquences, ici, depuis les basses fréquences jusqu'à l'alpha, le bêta et une partie du gamma. Et nous avons vu alors là de façon très claire qu'il y avait une corrélation linéaire, comme dans le travail de Bastiansen et collaborateurs, entre la taille des structures qui étaient intégrées par le sujet et la puissance dans ces fréquences. Donc, tout ce qui est rouge ici représente la force de la corrélation entre la puissance du signal cérébral et la taille des objets linguistiques qui sont intégrés. Et cette corrélation devient très significative un petit peu avant la fin de la phrase, mais vers la fin de la phrase et un petit peu au-delà aussi. Donc une grande période dans laquelle le cerveau travaille plus, il y a plus d'activation dans ces bandes de fréquences assez larges, hein,
lorsque les objets à intégrer sont gros et que le traitement donc, va s'effectuer au-delà de la fin de la phrase. C'est tout à fait compatible avec ce qu'on a vu en IRM fonctionnel, hein, un travail qui va se prolonger, qui va être plus intense vers la fin de la phrase. Et que là, on obtient une quasi-linéarité parfaite de ces activations. Par contre, et de façon assez surprenante, la topographie, vous voyez, est un peu étrange. Elle n'évoque pas spécialement une activation de l'hémisphère gauche. Et je dois dire que nous n'avons pas encore compris pourquoi cette topographie en fait, affecte souvent des groupes de capteurs au niveau de l'hémisphère droit, ce qui est assez curieux. Voilà à quoi ressemble le spectre de puissance pour les 6 conditions de l'expérience. Donc vous vous souvenez, ici c'est la liste de mots. Hein. Ici c'est les groupes de 2 mots. Ici les groupes de 3 mots, 4 mots, 6 mots et 12 mots. C'est assez clair qu'il y a une augmentation progressive de la puissance dans ces groupes de capteurs qui ont été choisis ici, qu'on a choisi de vous montrer. Une puissance qui est plutôt dans les basses fréquences, hein, et avec une sorte de d'échelonnement temporel qui est apparent. On peut voir aussi des groupes de 2 ici, par exemple, apparaître, et peut-être des groupes de 3. Ce n'est pas absolument évident. Vous voyez, ça va le devenir par la suite dans une autre étude que je vais vous montrer dans un instant. Donc, on a l'impression que la structure de la phrase commence à être accessible, mais de façon un petit peu cryptique et cachée, à l'intérieur de ces réponses temporelles et fréquentielles du cerveau. Et nous avons tenté également dans cette étude de descendre au niveau des sources dans le cerveau. Vous savez qu'on mesure des données un petit peu loin du cerveau, à quelques centimètres du cerveau, avec ces capteurs de magnétoencéphalographie. Ça n'est pas un problème facile de savoir d'où viennent ces signaux dans le cerveau. Néanmoins, on peut appliquer des modèles de sources. Ces modèles n'ont pas été très satisfaisants ici, mais nous avons trouvé que l'une des régions qui avait été identifiée par Christophe Pallier, dans la région frontale inférieure gauche au niveau de la partie orbitaire, ici la plus ventrale, présentait vers la fin de la phrase, dans le domaine temps fréquence, une augmentation quasi monotone. Et nous n'avons pas été capables de voir ces augmentations dans d'autres régions qui pourtant en IRM fonctionnel étaient clairement identifiées dans le travail précédent de Pallier et collaborateurs. Donc c'est le début de quelque chose. Je pense que nous commençons à être capables de mesurer les phénomènes, mais vous voyez qu'ils ne se laissent pas capturer aussi facilement. On peut se demander si l'analyse de Fourier, ici l'analyse en temps fréquence, est appropriée. On voit bien que très souvent ce sont des phénomènes qui ne sont pas restreints à une bande de fréquences, mais qui sont vraiment étalés sur l'ensemble du spectre, ou en tout cas sur une large bande du spectre. Et donc il faut sans doute développer des outils qui intègrent à travers les fréquences, ou qui ne regardent pas du tout le signal dans le domaine des fréquences, pour comprendre et pour aller plus loin. Alors, je voudrais terminer en vous mentionnant une étude extrêmement récente qui est parue il y a quelques semaines du groupe de David Poppel qui a réussi à aller plus loin en menant une analyse nettement plus dans le domaine fréquentiel en fonction de la taille des objets qui sont présentés au sujet. C'est une analyse qui est directement inspirée, clairement, de notre travail avec Christophe Pallier en IRM fonctionnel, mais vous allez voir qu'ils vont quand même significativement plus loin en se servant des propriétés temporelles de la magnétoencéphalographie. Leur idée est extrêmement simple, c'est on va enregistrer des réponses MEG à des structures qui sont présentées séquentiellement et qui créent des rythmes. Donc on va présenter des syllabes, soit à l'oral, soit à l'écrit. La plupart du travail est fait à l'oral ici. Et ces syllabes vont être présentées de façon un petit peu artificielle à un rythme bien contrôlé. Vous voyez ? Donc toujours avec des débuts, des démarrages de chaque syllabe qui viennent à des temps fixes. Donc voilà le type de stimuli qu'il présente. Vous allez avoir un mot chinois qui coïncide avec une syllabe et ces mots vont être présentés à un rythme de 1 toutes les 250 millisecondes. Donc dry, fur, rub, skin, c'est la traduction anglaise, mais vous imaginez la même chose au départ en chinois. Donc, un mot correspondant à une syllabe présenté à un rythme strictement fixe. Alors, l'idée qui est intelligente ici, c'est que si on contrôle le rythme, et bien sûr on peut le faire encore mieux en visuel aussi, eh bien, s'il y a des structures de type syntagme nominal qui sont formées, de 2 mots, on devrait voir apparaître dans le signal une fréquence 2 fois plus lente. Une région qui répondrait uniquement aux syntagmes nominaux ne répondrait pas au rythme des mots, mais répondrait à un rythme 2 fois plus lent, donc à une fréquence 2 fois plus lente, qui correspondrait au regroupement de ces 2 mots sous forme d'un syntagme. Et s'il y a des structures dans le cerveau qui répondent au niveau de la phrase tout entière, eh bien ici la phrase fait 4 mots, on devrait voir apparaître une fréquence plus lente à l'échelle de 1/4 de la fréquence de départ.
Alors, il y a donc des prédictions très précises, et c'est intelligent parce que vous savez que c'est assez facile avec les techniques spectrales d'identifier un pic d'une fréquence bien particulière lorsqu'on injecte dans n'importe quel système physique une fréquence rythmique contrôlée. On est capable, par ces méthodes spectrales, d'aller la rechercher sous forme d'un pic à l'intérieur du spectre. Si on sait exactement ce qu'on cherche, eh bien, on peut avoir une sensibilité extrêmement grande. Toutes ces méthodes spectrales sont utilisées, par exemple, pour découvrir des planètes qui tournent autour de systèmes très très loin de notre propre système solaire. Vous voyez. Donc, ce sont des méthodes d'une très grande sensibilité. Et effectivement, ils montrent ici des réponses qui sont absolument nettes et caractéristiques, et que ici, on regarde donc au niveau des capteurs MEG, pour chaque capteur, quel est le spectre de réponse dans les bandes de fréquences qui sont stimulées. Ici, ce sont des bandes de fréquences donc beaucoup plus lentes que celles qu'on avait analysées dans notre étude à nous. Les mots sont présentés à un rythme de 4 par seconde, donc 4 Hertz. Et bien entendu, il y a toute une série de capteurs qui montrent ce rythme de 4 Hertz. On voit clairement des oscillations se produire. Et vous voyez qu'elles sont ici à gauche comme à droite au niveau des aires auditives, du lobe temporal. Mais vous avez aussi des réponses à des rythmes qui sont 2 fois plus lents ou 4 fois plus lents, c'est-à-dire 2 fois par seconde ou 1 fois par seconde ici. Et ces pics tout à fait caractéristiques. Et de façon très intéressante, ces réponses deviennent de plus en plus latéralisées au capteur de l'hémisphère gauche. Ici. Donc on a l'impression qu'il y a certaines régions de l'hémisphère gauche qui sont mesurées par ces capteurs qui répondent plutôt aux grandes structures de la phrase. Alors le stimulus, lui, si on fait le spectre du stimulus auditif qui a été présenté au sujet, il n'a pas ces pics. Donc on a l'impression que ces pics à des fréquences basses sont causés par le calcul, par le cerveau, de structures supplémentaires en quelque sorte. C'est ce que je vous disais au tout début de ce cours. Le signal de parole est un signal séquentiel, mais le cerveau doit calculer des structures supplémentaires, des structures arborescentes au-delà de cette entrée séquentielle. Alors, comment le prouver? Il serait possible d'imaginer que certains systèmes physiques aient des réponses, bien que le stimulus soit périodique, et des réponses à des fréquences plus basses. En général, ce sont des harmoniques plus hautes que l'on voit, mais il y a certains systèmes physiques qui peuvent présenter des réponses à des harmoniques plus basses que la fréquence à laquelle on a stimulé. La vraie preuve que ceci correspond à un calcul syntaxique des syntagmes de la phrase vient de la diapositive suivante. Vous voyez que là, on a stimulé, exactement comme dans notre expérience avec Christophe Pallier, des personnes qui parlent chinois avec des stimuli qui soit forment des listes de mots, soit forment des groupes de 2 mots, soit forment des phrases avec un mot et un syntagme de 3 mots. Voyez. Eh bien, le signal de magnétoencéphalographie, vous voyez, suit parfaitement et reflète parfaitement dans ses rythmes l'organisation du signal de départ. Donc, lorsque on présente simplement une liste de mots sans signification, il n'y a que la fréquence la plus élevée, 4 Hz, celle de stimulation, qui est présente dans le signal ici. Si on présente des groupes de 2 mots formant des syntagmes, mais à nouveau, sur le plan du signal, il n'y a pas de différence, mais dans le cerveau du sujet, il y a une différence parce qu'il est capable de structurer ces objets en syntagmes de 2 mots. Et même chose ici au niveau de la phrase de 4 mots. Et vous voyez qu'on peut aussi faire disparaître le pic intermédiaire si les objets ne sont plus groupés par 2. Pourquoi est-ce que ça dépend de la compréhension du signal? Eh bien, on voit très bien ici que si vous prenez exactement les mêmes signaux que tout à l'heure, mais vous les faites écouter à des personnes anglophones qui ne maîtrisent pas le chinois, la réponse disparaît. Vous n'avez plus les pics à 2 et à 1 Hz de la diapositive précédente. Donc voilà les locuteurs du chinois. Même stimuli présentés à des Anglais, vous voyez que les pics disparaissent. On peut aller plus loin et bien sûr présenter une liste de mots à des Anglais, présenter des groupes de 2 fois 2 mots à des Anglais. Vous voyez que les pics correspondants du spectre suivent parfaitement l'organisation syntagmatique de la phrase. Donc ça, c'est tout à fait remarquable parce que ça veut dire que nous avons maintenant un moyen de mesurer l'organisation des syntagmes de façon extrêmement simple en regardant le spectre des réponses. Évidemment, vous vous souvenez que lorsque je vous avais présenté notre expérience avec Christophe Pallier, je vous avais dit oui, mais quand on passe à la liste de mots, les probabilités de transition changent. Et les probabilités de transition sont confondues avec l'organisation syntaxique de la phrase. Alors, dans notre cas, nous étions passés au Jabberwocky pour montrer qu'il y avait quelque chose de réellement syntaxique et qui ne se limitait pas aux probabilités de transition entre les mots. C'est dommage que les auteurs ici n'utilisent pas une condition de Jabberwocky, mais ils utilisent d'autres sortes de contrôles.
pour essayer de contrôler les probabilités de transition entre les mots. Alors, dans une expérience, il contraste deux ensembles de stimuli. Le premier ensemble de stimuli est conçu de sorte que les probabilités de transition entre les groupes sont rigoureusement de 1/5 à chaque fois. Il y a 5 démarrages possibles pour le sujet, 5 verbes possibles et 5 objets possibles, patients possibles de ces phrases. Et ensuite, il y a à nouveau 5 possibilités pour le mot suivant. Donc, toutes les probabilités de transition dans le stimulus sont de 1/5 à chaque fois. Et donc, le spectre de Fourier des probabilités de transition ne devrait montrer qu'une fréquence, la plus élevée, tandis que dans les phrases, évidemment, ça n'était pas le cas tout à l'heure. Ici, ce sont des phrases donc contrôlées sur le plan des probabilités de transition. Maintenant, il y a un deuxième jeu de stimuli dans lequel, au contraire, on s'amuse à changer beaucoup les probabilités de transition entre les mots. On présente en fait 25 phrases qui sont absolument figées. Donc, dès que le sujet entend le premier mot, ou les premiers mots, my cat, il sait que la suite va être is so lovely, toujours. Et il y a 25 phrases qui se répètent tout le temps. Donc là, c'est clair que les probabilités de transition sont complètement différentes dans ce jeu de stimuli. Et le spectre devrait montrer des pics différents. Eh bien, on voit que ce ne sont pas les probabilités de transition qui gouvernent l'organisation du signal ici, parce que ces deux conditions se comportent de façon identique du point de vue du signal. Donc ce qui compte, c'est la structuration par le cerveau du sujet en syntagme, ça n'est pas les probabilités de transition superficielles des stimuli qu'ils reçoivent. Donc les réponses ne dépendent pas des probabilités de transition. Bon, évidemment, cette expérience est quand même un petit peu limitée, je le note au passage, parce que les probabilités de transition ont été manipulées dans les stimuli que le sujet a reçus, mais le sujet a une expérience de plusieurs dizaines d'années avec sa langue maternelle, et là, les probabilités de transition sont ce qu'elles sont, et ne sont pas manipulées ici. Alors, un autre contrôle qui est peut-être meilleur ici consiste à faire apprendre une grammaire artificielle. Ça, c'est assez intéressant parce que ça montre qu'en quelques dizaines de minutes, le sujet peut apprendre des transitions entre des stimuli et ça va se refléter dans l'organisation de l'activité cérébrale. Donc ici, on présente des groupes de 3 fois 3 mots. Il y a 3 mots possibles pour le départ, puis 3 mots possibles pour le deuxième élément, puis 3 mots possibles pour le troisième élément. Et c'est une chaîne de Markov qui se succèdent comme ça, mais au départ, donc, le sujet a l'impression que ce sont des chaînes strictement aléatoires, et à mesure qu'il écoute ça, il se rend compte qu'il y a une structure ternaire avec 3 mots possibles, 3 mots possibles, 3 mots possibles. Donc au début de l'apprentissage, c'est une structure aléatoire, à la fin de l'apprentissage, c'est une structure où les objets sont groupés par 3. On avait fait, Ghislaine avait fait au laboratoire avec Marco Buiati une expérience similaire sur les syllabes. Ici, c'est fait à un niveau un peu plus élevé d'une sorte de phrase, mais c'est très similaire. Et on voit apparaître des pics ici, après l'apprentissage, exactement aux endroits prédits du spectre. Donc au départ, uniquement le rythme de présentation des syllabes isolées. Après apprentissage, apparition de ce rythme beaucoup plus lent qui correspond à la connaissance qu'a le sujet de l'organisation par 3 du stimulus. Donc clairement, ce système est sensible à l'apprentissage, sensible à la structure et sensible à la structure syntaxique. Alors, d'où est-ce que viennent ces réponses spectrales ? Les réponses spectrales sont quand même très indirectes et bien sûr, on peut essayer d'aller voir dans le domaine temporel qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui crée cette structuration. Eh bien, ici, pour le regarder, dans une expérience, je crois que c'est l'expérience 5, il présente des séries de phrases avec des durées variables. Et les réponses sont absolument magnifiques. Vous voyez que l'enveloppe de puissance des réponses MEG, un signal incroyablement simple qui est simplement l'intégration de la puissance issue de tous les capteurs MEG, montre une espèce d'enveloppe de traitement qui est clairement liée à la durée des phrases. Une phrase de 4 mots va avoir une enveloppe qui monte comme toutes les autres, mais qui redescend vite, et puis qui remonte à la phrase suivante. Une phrase de 5 mots va avoir une durée un petit peu plus longue ici de l'enveloppe de ces signaux, etc. Pour une phrase de 6 mots, 7 mots, 8 mots, à chaque fois, la puissance des ondes cérébrales enregistrées reflète la longueur de la phrase observée. Et c'est à tel point que l'on peut décoder quelle est la durée de la phrase, quel est le nombre de mots de la phrase que la personne a entendue, simplement en regardant les signaux cérébraux. Et on obtient un excellent décodeur. Donc ce qu'indique cette diagonale ici, c'est que la durée décodée correspond à la durée réelle du stimulus la plupart du temps. Donc des signaux extraordinairement simples reflètent la structuration par groupe, par phrase. Et on redémarre
à chaque phrase avec un signal nouveau. Et c'est le cas non seulement pour la phrase tout entière, mais également à l'intérieur des phrases. Vous voyez qu'ici, on ne se contente pas de regarder le début et la fin de chaque phrase, mais on regarde à l'intérieur des phrases la durée, le nombre de syllabes du premier syntagme nominal qui constitue le sujet de la phrase. Ce syntagme nominal peut faire 3 syllabes ou il peut faire 4 syllabes avant que démarre la phrase verbale, le syntagme verbal à proprement parler. Vous voyez que le signal démarre de façon strictement identique, mais il va remonter au moment où on crée un nouveau syntagme verbal, et cette remontée va se produire à différents moments suivant la durée du syntagme nominal qui précède. Si c'est 3 mots, 3 syllabes ici, la remontée va se produire tôt. Si c'est 4 syllabes, le signal va d'abord s'écrouler, puis remonter au moment du syntagme verbal. Donc on a l'impression que cette méthode va permettre de regarder la structuration extrêmement fine en syntagme tout au long de la phrase. Et alors je termine en vous mentionnant que les auteurs commencent à faire ces analyses, et nous aussi dans le labo nous commençons à faire ces analyses avec des enregistrements qui ne sont plus seulement faits en magnétoencéphalographie, mais également avec des électrodes intracrâniennes. Chez les patients épileptiques, vous savez que pour essayer d'opérer leur épilepsie, on place des électrodes à la surface de la dure mère, on regarde des signaux cérébraux qui sont extrêmement précis, et bien sûr, entre les crises d'épilepsie, si le patient est d'accord, on peut enregistrer les réponses du cerveau, par exemple à des phrases. Alors ici, ils ont répliqué exactement leur expérience avec des électrodes intracrâniennes, et ils ont fait une observation supplémentaire qui est extrêmement intéressante, c'est que ce ne sont pas les mêmes électrodes qui répondent à tous les rythmes, à cette sorte de polyrythme qui est imposé par le stimulus. Certaines électrodes répondent au rythme de la syllabe, d'autres répondent au rythme du groupe de 2 syllabes qui forment un syntagme, et d'autres répondent à la phrase tout entière. Donc c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, ils ont regroupé les électrodes en fonction du fait qu'elles répondaient à la fréquence la plus élevée, celle de la syllabe, mais aussi à celle de la phrase entière, ou bien à la fréquence la plus élevée, mais aussi à la fréquence du syntagme de 2 mots, ou bien certaines électrodes ne répondent qu'aux objets les plus élevés ici, et n'ont pas de réponse à la fréquence du signal lui-même, mais uniquement aux objets syntaxiques. Alors, ils ont montré chez quelques patients ici, il n'y a pas encore beaucoup de patients, mais comment s'organisent ces électrodes dans l'espace. Vous voyez que les électrodes qui répondent au stimulus primaire plus à des éléments supplémentaires ont tendance à s'organiser autour du cortex auditif ici, alors que les points rouges ont tendance à s'éclater dans l'espace, beaucoup plus en direction des régions frontales et des régions temporales moyennes ici. Bon, cette image est encore extrêmement floue et peu précise. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il y ait une telle distribution des réponses. Si cette image est correcte, le traitement du langage est peut-être plus distribué dans l'espace que ce qu'on pensait au départ. L'IRM fonctionnel nous montre des régions assez précises, mais peut-être qu'on manque des régions qui, ici, avec les électrodes intracrâniennes, clairement ont une réponse à la structure syntagmatique des phrases. Les images ici vous représentent à la fois l'hémisphère gauche avec les cercles pleins, mais aussi l'hémisphère droit. Les électrodes en creux ici, les cercles, représentent des électrodes de l'hémisphère droit qui ont été projetées sur l'hémisphère gauche. Donc on voit qu'il y a une latéralisation, mais elle n'est certainement pas complète. Il y a aussi des réponses tout à fait manifestes de l'hémisphère droit à ces structures. Et pour compliquer encore un petit peu les choses, pour le spécialiste, la colonne de gauche, c'est ce qui se passe quand on regarde les réponses gamma. La manière la plus habituelle d'observer ces réponses intracrâniennes, c'est de regarder dans la bande gamma, il y a des bursts de puissance, et ici l'enveloppe donc, du spectre gamma. Mais on peut aussi faire comme si c'était un signal MEG et le regarder dans le domaine temporel et simplement regarder donc les fréquences imposées par le stimulus dans les signaux bruts de ces électrodes. Et vous voyez que la réponse est légèrement différente suivant qu'on regarde donc ces signaux de basse fréquence directement ou l'enveloppe des signaux gamma qui sont censés refléter l'activité neuronale elle-même. Je ne pense pas qu'on comprenne à ce stade pourquoi certaines électrodes montrent un effet dans l'une des analyses, mais pas dans l'autre. Vous voyez que la réponse n'est pas tout à fait la même. Et en général, la sensibilité est plus grande lorsqu'on regarde directement les oscillations de basse fréquence. Dernière diapositive qui nous montre quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est la réponse à la fréquence de stimulation. La réponse donc au mot lui-même. Eh bien,
même l'analyse de la réponse à cette fréquence de stimulation nous montre l'extension des régions qui répondent au langage quand on est capable de structurer cette représentation. Je vous explique. Donc ici, on regarde pour chaque électrode à quel point elle a une réponse puissante à la fréquence de stimulation, donc celle de la syllabe, donc 4 Hz, la fréquence la plus élevée. Eh bien, lorsque les stimuli ne forment qu'une sorte de liste, sans capacité de structurer au niveau de la phrase, eh bien, ces réponses sont largement confinées au niveau des régions du lobe temporal, des régions supérieures du lobe temporal. Si le stimulus ici en bas forme une phrase, cette même fréquence de stimulation va envahir des régions corticales supplémentaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que vous présentez des mots à un rythme qui est quand même déjà assez rapide, toutes les 250 millisecondes. Chacun de ces mots rentre, bien entendu, dans le cortex auditif et va être analysé au niveau des régions voisines du cortex auditif. Ça peut même aller assez loin ici lorsqu'on regarde ces signaux de basse fréquence. Mais si c'est juste une liste de mots, le traitement s'arrête là. Il reste confiné dans ces régions de mots isolés. Si, par contre, le mot peut être intégré avec d'autres, la même fréquence de stimulation va se retrouver un petit peu plus loin, dans d'autres régions supplémentaires, dans le pôle temporal, dans les régions pariétales inférieures et dans les régions frontales inférieures. Donc l'ensemble du système de traitement du langage va être stimulé par un rythme qui est imposé par le stimulus toutes les 250 millisecondes, mais qui pénètre de plus en plus profond et qui, en quelque sorte, organise l'activité dans des régions de plus en plus élevées. Ces régions sont à la fois sensibles à des objets temporels de taille élevée, mais en même temps, elles ont ce rythme imposé par le stimulus, un mot toutes les 250 millisecondes. C'est très intéressant de voir ce qui se passait ici. Si on accélérait la parole, on devrait voir ce rythme s'accélérer progressivement, tout en conservant une sorte d'enveloppe globale liée à la taille des objets qui sont traités. Alors, je conclus. Je suis conscient que cette situation est un petit peu compliquée ici. Ce sont des analyses qui n'ont pas encore complètement porté leurs fruits, mais que peut-on conclure de solide? Premièrement, et ceci depuis le départ du cours, je crois, la réalité absolument indéniable d'un codage hiérarchique sous forme de syntagme enchâssée. Non seulement on le voit par l'activité en IRM fonctionnelle de régions qui se spécialisent pour des objets syntagmatiques de taille élevée, mais on le voit aussi directement dans les rythmes ou dans les polyrythmes qu'imposent ces structures. La présence de structures de 2 mots, de 3 mots, de 4 mots se traduit directement par des polyrythmes enchâssés les uns dans les autres dans les signaux de l'activité cérébrale. Il semble, d'autre part, que différentes régions du cortex puissent être accordées, et peut-être dès le départ, chez le bébé de quelques mois, à des objets linguistiques de taille différente. Et donc, les régions du cerveau, pour des raisons certainement génétiques, type de récepteur, type de connectivité, etc., intègrent l'évidence à des échelles temporelles différentes. Et, troisièmement, il semble bien que lorsque nous comprenons une phrase, il y a un phénomène d'accumulation qui se produit. Donc, il y a à la fois des rythmes, et une augmentation progressive d'activité à mesure que différentes répétitions de ces rythmes se produisent. Notre cerveau est capable d'accumuler l'évidence à une vitesse qui est assez lente, qui est de l'ordre de quelques centaines de millisecondes par élément supplémentaire, pour les envoyer dans les aires de langage de plus haut niveau. Et il est probable qu'à un certain niveau, l'ensemble de cette accumulation se traduise par un code neural, qui est le code neural de la phrase tout entière. Dans cette perspective, on peut imaginer que le cerveau transforme une information qui est temporelle en une accumulation progressive d'éléments et finalement un code statique pour les phrases. C'est l'hypothèse personnellement que je fais, qu'à un certain moment, la phrase tout entière est représentée dans notre cerveau par un objet neural fixe et qui, parce qu'il est intégré, parce qu'il a accumulé toute l'information des différents mots, peut être stocké, par exemple en mémoire à long terme. Vous pouvez retenir un objet phrase, vous pouvez imprimer probablement dans vos circuits de l'hippocampe un objet phrase comme un objet statique parce qu'il a accumulé toute l'information. Voilà. Ça, ce sont des spéculations, mais on a l'impression que ces expériences commencent à capturer le processus de transformation depuis un stimulus qui est rythmé dans le temps jusqu'à un stimulus, jusqu'à un signal qui intègre les éléments les uns à côté des autres et en respectant bien entendu leur syntaxe. Donc, ce que ces expériences ne montrent pas pour l'instant, c'est quels codes neuraux sont responsables du fait que certains mots s'attachent aux autres, que certains mots se combinent les uns avec les autres, alors que d'autres combinaisons sont exclues.
on en voit le reflet dans le signal, mais on n'en comprend pas encore le mécanisme ou le code neural particulier qui permet ou qui ne permet pas certains types de combinaisons entre les mots. Mais je crois que j'espère vous avoir convaincu que les outils sont là, aussi bien en IRM fonctionnel, avec une résolution temporelle qui n'est pas négligeable, et puis, bien sûr, avec des enregistrements neurophysiologiques, en magnétoencéphalographie, en enregistrement intracrânien, certainement en EEG également. Les signaux ont la capacité de refléter l'organisation structurelle du langage, et bien sûr, c'est à nous maintenant de concevoir les paradigmes qui permettront de déchiffrer ce code qui n'est pas encore compris. Voilà, je vous remercie de votre attention.